un mot rapide de présentation, chacun de vous, sur ces prix et sur cette édition. Je ne sais pas si je serai rapide. Vous avez pu le voir ce matin que je n'étais pas forcément rapide. Mais simplement pour vous dire que nous avons donc le plaisir de nous retrouver après cette pause pour la remise du prix Une API GMF 2026. Ça fait 9 ans, 9 années que nous avons pris l'habitude de nous réunir chaque année au moment du congrès. Et dans le prolongement des tables rondes pour mettre en avant et récompenser des projets remarquables portés par les associations de notre réseau, cette nouvelle édition, comme les précédentes, a été menée en étroite collaboration avec notre partenaire historique, mais j'en vois aussi un certain nombre, la GMF, dont je salue son représentant, M. André-Louis Lecaille, directeur des partenariats ici présent à mes côtés. Merci pour votre soutien et implication autour de cet événement qui est très mobilisateur, très fédérateur, devenu aujourd'hui ce rendez-vous incontournable pour notre réseau. Et chaque année, ce prix illustre à quel point notre réseau est riche d'initiatives ambitieuses et met en lumière la capacité d'innovation des associations membres. Depuis sa création, ce ne sont pas moins de 169 dossiers qui ont été reçus, étudiés et récompensés pour 27 d'entre eux, tous là, à chaque année, en cohérence avec le thème du congrès. Cette année, s'engager pour le vivre ensemble en développant des réponses innovantes au profit des familles d'enfants en situation de handicap âgés de 0 à 20 ans. Alors, cette édition revêt une dimension symbolique. Pour la première fois, elle distingue des initiatives dédiées en priorité aux familles. Elle affirme notre volonté d'agir avec et pour elles en soutenant des projets innovants qui améliorent concrètement leur quotidien et leur bien-être au cœur de nos orientations. J'en profite pour souhaiter et remercier l'ensemble des associations qui se sont portées candidates pour la qualité et la diversité de leurs dossiers et adresser mes chaleureuses félicitations aux lauréats qui vont nous rejoindre dans un instant. Et je tenais aussi à remercier l'ensemble des membres du jury pour leur implication dans la sélection des 3 lauréats, dans une volonté de croiser les regards et faire dialoguer les expériences diverses. Le jury de cette 9e édition incarne par sa composition la triple expertise chère à l'UNAPI, avec la participation de Marie-Joseph Cerisier, Hélène Lemeur, je ne sais plus où elle est, Manuel Bultez et Christophe Delière, administrateurs nous aussi. Bravo, bravo bien sûr, qui était accompagné de Sylvie Baron et Lucie Manceau, qui sont personnes de soutien. Pierre-Mathieu Kahn, directeur général de la DAPI des Landes. Magali Charles, responsable du marché hospitalier et médico-social de la GMF. Et enfin, Hélène Dafsian-Valk, docteur en psychologie clinique, qui est très en lien avec l'UNAFAM. Alors, avant de découvrir les 3 projets lauréats et leur remettre le prix, je vais laisser la parole à M. Lecaille pour la suite de cette belle édition. Merci, Monsieur le Président, cher Luc, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers amis. Donc effectivement, c'est pour moi une grande fierté, une émotion particulière d'être réunis aujourd'hui à Bordeaux avec vous pour célébrer ensemble l'engagement, l'innovation
et l'humanité portée par les lauréats du 9e prix Une API GMF. Ce prix n'est pas simplement une reconnaissance, c'est une mise en lumière. Une mise en lumière de celles et ceux qui, chaque jour, agissent concrètement pour une société plus inclusive, plus solidaire et plus respectueuse de chaque personne. À ce titre, il illustre une rencontre forte et naturelle entre deux univers de valeurs, celle de l'UNAPI, qui accompagne et défend les droits des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles, et celle de GMF, assureur mutualiste profondément engagé au service de l'intérêt général. Car ce qui nous rassemble est essentiel. À GMF, nous portons une conviction forte. La solidarité est un pilier fondamental de notre action. Être assureur mutualiste, c'est croire que la protection ne doit pas être un privilège, mais un droit partagé. C'est également s'engager concrètement pour prévenir les risques, accompagner les parcours de vie et soutenir les initiatives qui renforcent la cohésion sociale. Ces principes entrent en résonance directe avec ceux de l'UNAPI, le respect inconditionnel de la dignité de chaque personne, la promotion de l'autonomie, l'attention portée aux plus vulnérables et la volonté de construire une société plus réellement inclusive, où chacun a sa place. Ce croisement de valeurs n'est pas théorique, il se traduit par des actions concrètes, par des projets vécus, par des réussites humaines, et ce sont précisément ces réussites que nous honorons aujourd'hui. Les initiatives récompensées montrent à quel point l'innovation sociale est vivante. Elles démontrent qu'il est possible de changer les regards, d'atténuer les obstacles et de créer des solutions adaptées aux besoins réels des personnes accompagnées. Elles témoignent aussi d'une conviction partagée. Ce sont souvent les réponses les plus humaines qui sont les plus puissantes. Je voudrais saluer très chaleureusement l'ensemble des candidats, des équipes, des associations, des familles et des professionnels engagés dans ce prix. Derrière chaque projet, il y a de l'énergie, de la créativité, mais surtout une volonté indéfectible d'agir pour les autres. Aux lauréats que nous allons récompenser dans quelques instants, j'adresse toutes mes félicitations. Votre engagement est exemplaire. Vous êtes une source d'inspiration et vous contribuez, chacun à votre manière, à faire progresser notre société. J'adresse également tous remerciements aux membres du jury qui ont été présentés par Luc juste avant et qui ont eu fort à faire pour choisir le palmarès final. Enfin, permettez-moi de rappeler combien le partenariat entre GMF et l'UNAPI est précieux. Il s'inscrit dans la durée, c'est la 9e édition, dans la confiance et dans une ambition commune, faire avancer concrètement l'inclusion et plus spécifiquement pour GMF de contribuer à l'égalité des chances. Ensemble, nous continuerons à soutenir, encourager et valoriser ces initiatives. Place maintenant à la présentation de ces 9e prix UNAPI GMF. Je vous remercie. Merci à vous et on va donc débuter la cérémonie de ces prix, recevoir les 3 équipes lauréates des 3 prix qui ont été récompensés. Et on va commencer par un premier prix qui va nous emmener dans le Finistère, qui va nous emmener en Bretagne et qui porte une initiative qui est intéressante et forte par rapport à cette thématique qu'on porte depuis ce matin. C'est un aspect qui est souvent assez peu abordé, assez peu considéré, c'est le temps des loisirs, le temps de la vie de famille qui se fait hors du temps d'accompagnement, de prise en charge. Ce sont les sorties en groupe, ce sont les pique-niques, ce sont tous ces temps-là que les parents passent avec les enfants, que les groupes passent ensemble et qui sont souvent difficiles à organiser, difficiles à mettre en œuvre. Et c'est là-dessus que les Papillons Blancs du Finistère ont décidé de mettre l'accent, de porter l'initiative avec ce très beau projet Loisirs en famille. Pour en parler, merci d'accueillir les 2 représentants des Papillons Blancs qui nous rejoignent, Frédéric Soudon, président, et Jacques Philippe, président adjoint. Sous vos applaudissements. Si vous voulez bien me rejoindre au centre de la scène, messieurs, et je vous confie
le micro que vous partagerez le temps de ce bref échange de présentation, je le disais, de ce vraiment beau projet qui concerne vraiment le soutien aux proches sur ce temps qui est assez peu adressé, qui est le temps des loisirs partagés. Le constat, il est parti d'une grande enquête que vous avez faite auprès des familles de l'association et des difficultés qu'elles rencontraient dans leur quotidien, et est revenu assez fort cette question de la famille. Quelles difficultés étaient évoquées et en quoi ça vous a poussé à agir sur ce temps particulier qui est le temps du loisir, le temps du temps qu'on passe ensemble pour les sorties, pour les jeux, pour les pique-niques, etc. Merci. Effectivement, c'est une enquête que nous avons réalisée en 2018, donc ça fait déjà il y a quelques années, dans un IME, auprès des familles, pour savoir un peu quelles étaient les problématiques rencontrées dans les loisirs de leur enfant. De cette enquête, il est ressorti un certain nombre de points majeurs. Déjà, la difficulté d'occuper les temps de loisirs de leur enfant, c'est jamais simple, on a tous connu ça. Alors, en plus, quand il s'agit de loisirs en milieu ordinaire, c'est encore plus compliqué, avec toujours une certaine appréhension de la sortie en milieu ordinaire avec notre enfant en situation de handicap. Peur du jugement, du regard des autres, ça, ce sont des aspects qui ont compté. À défaut de sortir, les enfants restent à la maison devant des écrans. Ça l'était déjà le cas en 2018, mais ça l'est forcément encore plus aujourd'hui. Et puis, l'autre aspect, c'est un peu l'isolement social des familles. On sait très bien que quand on a un enfant en situation de handicap, ça coupe quand même un peu des autres. Donc avec ce risque de repli sur la sphère privée. Des familles qui sont souvent seules face au handicap de leur enfant. Alors, l'initiative a commencé au début dans une médiathèque, où oui, vous avez commencé par organiser des jeux de société. Et puis, de la discussion, des échanges, sont venus la possibilité de sorties, d'organiser des sorties de groupe. Donc, 1, 2, 3, et maintenant, c'est 4 à 5 par an qui sont avec une vingtaine de partenaires sur le territoire. À quoi correspondent ces sorties et comment se fait la préparation, l'organisation entre les professionnels qui sont présents et les familles? Alors, ce sont les professionnels de l'internat du DAM brestois qui, au vu de l'enquête, se sont investis tout particulièrement et ont décidé de gérer, en accord avec les familles, des endroits où leurs enfants pourraient être accueillis. Ça a été tout début, vous le disiez, médiathèque, ça a été aussi sorti en forêt, mais il n'y a pas que ça, ça a été sorti au château de Trévarez, qui est un beau château dans la région brestoise, pour Noël, où il y a un festival de musique et puis surtout de lumière, de fêtes son et lumière. Puis après, ça a été la sortie Grand Cœur Marin, 450 personnes handicapées qui sont mises sur l'eau, sur la rade de Brest, avec les skippers, une petite croisière d'une journée, avec les skippers tous bénévoles. Et puis après, ça a été sortie cinéma, puis bowling, karaoké, etc. Sans l'investissement des professionnels, le sujet n'aurait pas pu être résolu. Et à préciser qu'il y a la volonté aussi dans ces sorties de faire en sorte qu'elles soient pas trop coûteuses. Pour une bonne raison, c'est que les familles puissent les refaire après d'elles-mêmes aussi. L'idée, la reproductibilité est un enjeu aussi important, je crois. Complètement. Il y a un partenariat qui a été noué et avec l'abbaye de Daoulas et puis aussi avec... nous avons la chance d'avoir Océanopolis à Brest, qui est un gros lieu. Un gros lieu et pour lesquels les enfants peuvent venir, sachant que la visite se passe à des heures où il y a moins de bruit, où les familles sont accueillies en toute simplicité. Oui, l'organisation prévoit aussi, quand c'est besoin, de le faire dans des temps qui sont des temps prévus en fait, et une sensibilisation des partenaires évidemment à ces sorties. Ce sont des enfants qui ont entre 6 et 14 ans qui sont intégrés là-dedans. Quel est le retour que vous en avez en termes d'émulation, aussi bien entre les familles qu'entre les familles et les professionnels? Alors déjà, concernant les familles, c'est déjà une belle occasion de répit. Des familles qui peuvent profiter librement de loisirs avec leurs enfants en toute tranquillité. Ça, c'est important parce qu'il y a aussi des professionnels qui sont là, tout est organisé, c'est bon.
donc retrouver du plaisir, de la sérénité dans les loisirs avec leur enfant. Un autre volet, c'est faire connaissance avec d'autres parents. Alors, ça peut paraître bizarre parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, ils ont forcément l'occasion de croiser d'autres parents. Pas tant que ça, parce qu'en fait, souvent, les enfants partent du domicile avec des transports organisés par le DAM, repartent le soir à la maison avec des transports organisés par le DAM, et les parents ne se croisent pas forcément très souvent. Voilà, donc là, c'est une occasion de faire connaissance avec d'autres parents qui, forcément, ont des problématiques similaires, et souvent aussi de créer des liens d'amitié. Autre aspect, c'est le problème de garde de leur enfant. C'est vrai qu'aller à des réunions avec d'autres parents, c'est très bien, mais qui va garder notre enfant pendant ce temps-là? Là, dans une activité de ce type, le problème est réglé. Pour l'enfant, c'est forcément se sentir à l'aise, en confiance. Il est avec ses parents, avec des professionnels qui le connaissent, donc tout ça, ça compte. Vous évoquiez le lien avec les professionnels. Là aussi, c'est mieux se connaître entre professionnels et parents, puisqu'effectivement, on ne se côtoie pas forcément tous les jours, non plus, pour la même raison que tout à l'heure. Se sentir plus fort par rapport au regard des autres, parce qu'on est en groupe. Donc c'est plus facile pour les parents, pour les familles. Il y a le poids du regard des autres, forcément, est un peu dilué et on ne le regarde pas de la même façon. Ça, c'est un enjeu important aussi et complémentaire de ce qu'on vient d'évoquer. C'est le fait qu'il y a aussi une démarche de visibilisation un peu en milieu ordinaire de ces familles, de ces groupes-là. Est-ce que dans quelle mesure c'est un enjeu aussi de travailler à ça, sachant que vous allez sur des sites qui sont des sites fréquentés, des sites touristiques? Oui, alors l'idée, c'est que les professionnels font un travail en amont, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans les cinémas, ils sont allés au musée, ils sont allés à la médiathèque en disant « attention, vous allez accueillir des personnes qui sont différentes de la population habituellement accueillie » et ça permet d'autre part aux professionnels qui sont dans le musée, qui sont, je parlais tout à l'heure de l'abbaye d'Aoulas ou bien dans le cinéma, de prendre conscience que les personnes qui vont recevoir, elles sont comme les autres, et de vaincre, je dirais, de faire tomber le mur de l'appréhension d'être face au handicap, et puis d'être beaucoup plus serein. Et on s'en est rendu compte lorsque les parents sortent et qui nous disent « j'ai passé un moment super » et qu'on reviendra. Voilà. Alors c'est aussi vis-à-vis des professionnels et du musée, par exemple, c'est d'apprendre à vivre la ville et d'apprendre à vivre la vie avec des personnes qui sont différentes. Voilà. Merci beaucoup, merci. Un petit mot, tu évoquais le fait de « on va revenir ». Effectivement, c'est le cas. Et ça, c'est un indicateur intéressant de voir qu'il y a des familles qui reviennent régulièrement à ces activités. Donc ça, c'est un bon signe. Et qui vont durer encore de nombreuses années. Luc et André-Louis, sous les applaudissements nourris de la salle, et pas que des Bretons, viennent remettre le prix et le trophée. Un petit mot avec. On va vous remettre ce prix et vous remercier pour ce beau projet. Voilà, et c'est un chèque en bois. C'est un chèque en bois. Luc donne un chèque en bois, mais il va se transformer. Si vous pouvez rester pour la photo qui est faite. La photo est faite. Super, le photocall est fait. Merci à vous. Je vous laisse regagner l'assistance sous les applaudissements nourris. Est-ce qu'il y a des Bretons dans la salle? Il n'y a pas beaucoup de Bretons. Est-ce qu'il y a des Bretons dans la salle? Voilà, tout de même. Je n'ai pas dit Bretons en Bretagne, j'ai dit Bretons. Parfois. Ah, les Vendéens, non, ça, on va pas. Oh, non, non. Oui, il y a des Vendéens dans la salle. Il y en a, ben oui. Alors, on va passer au deuxième prix, deuxième lauréat, et un prix important, un prix qui s'inscrit dans la ligne des tables rondes précédents, où on a parlé de cette transition inclusive, où on a parlé de cet enjeu de la plateformisation, transformation en démarche de service, en parcours coordonné pour vos établissements, pour vos structures, avec l'enjeu
d'embarquer les familles, d'embarquer les aidants dedans. Et là, on va saluer un projet qui a fait de manière aussi pionnière le choix de cette plateformisation et qui a travaillé en amont fortement avec un service dédié d'aide aux aidants à embarquer justement les familles et les aidants là-dessus. C'est le projet porté par l'ADAPI 45 et j'accueille sur scène Aurélie Mazel et Stéphanie Glennisson qui nous rejoignent sous vos applaudissements. Au centre de la scène, mesdames, un micro à vous partager pour partager ensemble un petit peu ce vraiment beau projet que vous avez. Je le disais, il y a eu depuis 2023 vraiment une mise en œuvre très en amont qui a été faite de cette démarche de mise en plateforme, en dispositif, de création, de parcours. Vous avez revu complètement l'organisation de la structure avec des services dédiés. Alors, il y a un service qui fait la coordination des parcours, il y a un service d'appui de participation à la vie sociale, un service de maintien dans l'autonomie et un service d'aide aux aidants qui s'est créé aussi là-dessus pour ne pas oublier ce qu'on dit depuis ce matin aussi, les proches, les familles, et les mettre en lien et que chacun trouve sa place tous ensemble. Comment une telle mutation de vos structures répond-elle aux difficultés qui s'exprimaient sur le terrain, des familles notamment, et comment réagissez-vous aussi d'un mot au constat que vous avez entendu juste avant ? Aurélie. Alors nous, on est parti d'un constat très simple. Pendant longtemps, en fait, les familles, elles devaient s'adapter à nos modes d'organisation, alors que finalement, nous, on est parti du principe que c'était à nous de nous adapter à leurs besoins. Les parents, ils nous disaient régulièrement qu'ils ne savaient pas à quelle porte frapper, qu'ils avaient le sentiment de répéter leur histoire à chaque fois qu'ils avaient des interlocuteurs et que les réponses apportées, finalement, elles correspondaient davantage à l'offre disponible finalement qu'aux besoins de leurs proches qui devaient être accompagnés. C'est de ce principe-là que notre plateforme de services coordonnés elle est née, avec la volonté de simplifier les parcours et de se dire on part des besoins et nous, professionnels, on se met en musique autour de tout ça pour répondre à leurs besoins. On a créé une porte d'entrée unique dans notre plateforme, qui est notre service de coordination de parcours, qui, lui, est en charge effectivement d'évaluer les besoins des personnes et puis après de nous donner le tempo pour voir comment on fonctionne. On sait que la transition inclusive, et on l'a entendu tout à l'heure, elle fait partie des choses que j'ai entendues, elle peut inquiéter les familles. On peut se dire, ah bah oui, plateforme de services coordonnés, ce poids de coordination, sur qui il va retomber, est-ce qu'on va avoir de la charge en plus, etc. Et dans notre plateforme, on a décidé dès le départ de se dire, les familles, on doit leur proposer tout de suite les intégrer dans notre offre de services plutôt que de mettre un dispositif à part encore complémentaire. D'où ce dispositif d'aide aux aidants. On aura compris qu'Aurélie, je ne l'ai pas dit, est en responsabilité de la plateforme et Stéphanie est en responsabilité du service d'aide aux aidants. Et justement, je voudrais qu'on voit un peu ce service-là, comment il se compose et comment est-ce qu'il fonctionne en lien avec les familles, mais aussi avec les autres pôles du coup. Alors, ce service d'aide aux aidants, il est composé d'une 50aine de professionnels, psychologues, professionnels éducatifs. Et donc, il est ouvert, il a une ligne téléphonique dédiée, il est ouvert presque tous les jours de la semaine de 9h à 17h. Les familles peuvent le solliciter à leur convenance et autant que de besoin. On va dire que la plus-value dans notre modèle organisationnel, c'est que les familles, quand elles ont leur notification à MDPH, elles sont en recherche d'une solution en établissement. Elles s'adressent à notre plateforme de services via notre service de coordination de parcours. Elles ont un référent de parcours qui est nommé pour être référent de leur situation et on va commencer à mailler des prestations d'accompagnement. Après, on n'a pas de baguette magique, donc on a aussi des personnes qui sont sur liste d'attente. En revanche, ce qu'on fait, c'est que nos référents de parcours, dès qu'ils ont des familles qui sont sur liste d'attente pour lesquelles on ne peut pas immédiatement proposer des choses, fait le lien en interne avec le service d'aide aux aidants pour qu'on puisse apporter des réponses malgré tout de soutien et d'appui et pas laisser les familles toutes seules dans leurs difficultés. Il y a un accompagnement qui se fait de manière globale. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ce service, depuis qu'il a été créé, a construit aussi des initiatives, des outils propres. Et ils sont importants de les mentionner rapidement. Le premier outil, je l'aime beaucoup. On va le voir à l'image. On va voir trois images. Mais on va regarder ce qui est le plus hashtag.
pour nous, c'est droite, donc pour vous, c'est gauche. L'édomètre. Qu'est-ce que c'est que cet édomètre? Comment ça fonctionne depuis 2 ans déjà, hein? Oui. Alors, l'édentomètre est né d'une L'édentomètre. est né d'une initiative du PETR Beau-Sang-Gâtinais qui a eu l'idée de réunir différents acteurs proches des aidants pour construire un outil qui leur soit utile et concret. C'est dans ce cadre que j'ai proposé qu'on s'inspire du format de la réglette du violentomètre, qui était un modèle créé à l'origine pour les personnes victimes de violences conjugales et qui avait démontré un réel impact en rendant visible ce qui est quand même difficile à nommer. L'idée était donc d'adapter cet outil à la réalité des aidants. Donc notre service a contribué pleinement, autant dans la conception qu'ensuite dans la diffusion à large échelle. Ce n'est pas un outil de diagnostic, c'est vraiment un outil qui est utile pour ouvrir la parole, pour commencer à aborder des échanges qui sont parfois difficiles sur leur situation et surtout d'identifier de manière précoce les situations à risque d'épuisement. Et puis, il est emblématique, je pense, de notre philosophie à tous. Pour bien accompagner la personne aidée, il faut aussi prendre soin donc, des aidants. Autre initiative et initiative forte, c'est une autre image, c'est celle de, alors si on était à gauche, on va à droite, c'est celle où la mer est bleue derrière et où il y a tout un groupe devant. Vous ne les voyez pas précisément, mais c'est des ados pour la plupart et on avait ce matin une question d'ailleurs sur qu'est-ce qu'on fait pour les aidants jeunes, les aidants qui ont moins de ces 24 ans de l'étude. Vous avez fait réponse à ça puisque vous avez créé des séjours de répit dédiés aux ados aidants avec présence d'une psychologue. Comment ils fonctionnent ? Alors, les séjours aidants, ils existent chez nous depuis 2021 et on les a fait évoluer. Cette photo, c'est sur une évolution. Donc, on accueille des jeunes aidants qui ont entre 6 jusqu'à 17 ans sur des séjours d'une semaine à chaque vacances scolaires. On a eu des séjours qui étaient labellisés JAD, d'autres sans label. Et l'objectif, en effet, c'est qu'ils puissent avoir des moments de répit rien que pour eux. Une psychologue est présente. On a eu également un éducateur spécialisé qui a pu parfois intervenir sur notamment ouvrir la parole sur par exemple l'autisme et quelles répercussions sur leur quotidien, bien qu'ils ne soient pas tous aidants de personnes, de frères, ils ne sont pas tous frères et sœurs de personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. C'était intéressant d'ouvrir et de voir quel était leur impact sur leur quotidien et vraiment c'est des échanges qu'ils mènent régulièrement entre eux. Aujourd'hui on accueille plus d'une 50aine d'enfants de manière régulière sur ces séjours. Voilà. Et en fait, ce sont des séjours d'une manière un peu type colonie de vacances, avec en plus l'appui de nos éducateurs spécialisés et psychologues. Et là, dernièrement, ces séjours ont évolué. On est parti sur un séjour vacances en famille, c'est les photos que vous voyez, où du coup, on avait les éducateurs spécialisés de nos accueils temporaires, qui sont présents ici, qui étaient sur le séjour. On a eu... Pardon. C'est pas grave, c'est normal même. Un peu d'émotion parce que c'était vraiment normal. Un séjour extraordinaire où ces familles sont venues, on avait 14 familles, 47 personnes. On avait toujours ce modèle un peu colonie de vacances où les jeunes aidants étaient sur le même lieu, mais donc accompagnés par des animateurs. Les parents pouvaient laisser à certains moments de la journée et également sur une veillée les enfants éventuellement en situation de handicap. Et on a eu également des moments tous ensemble d'activité. Et c'était vraiment un séjour extraordinaire. Aujourd'hui, on constate que ces familles continuent à perdurer ce lien. C'est vraiment un lien très fort qui se sont créés entre elles alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout et qu'on avait vraiment des handicaps qui étaient très différents les uns des autres. On a pu voir une entraide et une solidarité entre eux. C'était incroyable et ça, on ne l'avait pas imaginé. Et le mot de la fin, c'est celui de l'image du milieu. Et l'image du milieu, c'est la famille d'Axel. Et Axel est au milieu de l'image, donc vous le voyez. Et Stéphanie, Aurélie voulaient vraiment récolter un témoignage de parents pour raconter ce qu'ils vivaient eux aussi. Et on n'a pas pu le faire, on n'a pas pu les faire venir, mais vous avez pris leur témoignage et leur témoignage écrit. Donc je vais vous lire ce témoignage-là. Et donc vous avez, c'est le témoignage des parents d'Axel. Ils disent... Les services aide aux aidants et coordination de parcours nous accompagnent au quotidien à différents niveaux et représentent un véritable soutien pour notre famille. Les séjours JAD proposés à Valentine permettent une prise en charge des enfants de la fratrie. Ces temps sont précieux car ils offrent aux frères et sœurs l'occasion de rencontrer d'autres enfants qui vivent des situations similaires
en tant que jeunes aidants. Ça permet d'échanger, de se sentir compris, de sortir de l'isolement. Les séjours de répit à Névois pour Axel nous permettent à nous, parents, de souffler un peu dans notre quotidien d'aidants. Nos journées sont souvent réglées au millimètre, entre des rendez-vous, des imprévus, la fatigue accumulée. Ces temps de répit sont donc essentiels pour nous permettre de nous reposer, de reprendre des forces. Nous avons également bénéficié d'un séjour de répit familial à Pénestin. Grâce à ce séjour, nous avons pu partir pour la première fois en vacances tous les 4. Cette expérience n'a pas toujours été simple, notamment pour la gestion d'Axel, surtout la nuit. Mais elle nous a aussi permis de rencontrer d'autres parents d'enfants extraordinaires, de partager nos expériences, de vivre de beaux moments ensemble grâce à l'accompagnement bienveillant de l'équipe éducative et de l'équipe du centre. Enfin, nous avons participé à des temps de rencontre avec d'autres parents d'enfants. Nous commençons tout juste à nous ouvrir au groupe. Jusqu'à présent, nous étions un peu enfermés dans notre forteresse. Ces échanges nous font beaucoup de bien. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Voilà, c'était... On peut les applaudir très fort parce qu'ils nous écouteront et nous entendront. Si vous me le permettez, oui. Vu la thématique du congrès cette année, on a une bonne partie de l'équipe de notre service d'aide aux aidants qui est présent cet après-midi et aujourd'hui. Je voulais les remercier personnellement parce qu'on l'a vu ce matin, y compris dans le discours de M. Gâteau, que sans les professionnels, on n'arrivait à rien. Donc merci. Merci à eux, ce trophée, ce chèque qui vous sont apportés par Luc et par André-Louis vont aussi à eux. Alors, je viens vous remettre, je vous fais la bise. Voilà. Ouais. Et donc ce beau chèque et ce beau trophée, et je laisse la photo. Si vous pouvez vous rapprocher au centre, et Luc et André-Louis, venez aussi pour la photo. Et oui. Là, vous êtes un peu trop au centre. Voilà. Il y a des trucs, hein. Le centre, c'est le centre. Hein. Tout est calculé, millimétré. C'est le festival de Cannes ici. Merci à vous sur vos applaudissements. On vous laisse regagner l'assistance. Et on va passer à notre dernier lauréat de la mer Bleue. On va dans les contrées, les belles contrées du nord de la France, avec un lauréat assez exceptionnel. On en a parlé tout à l'heure, les Papillons Blancs d'Hazebrouck, qui ne manquent pas d'initiative, puisqu'ils étaient venus à la fois Foyer Belle Attitude, mais l'école de la triple expertise qu'ils nous avaient présentée, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Et ils viennent aujourd'hui porter un très beau projet, celui du mois des aidants. C'est le premier mois des aidants, je crois, qui est organisé sur la France. Et pour en parler, on accueille tout de suite, sous vos applaudissements, Patrick Bève, le président, et Delphine Lecaille, directrice projet valorisation de la personne. Alors, bienvenue, félicitations à vous. Désolé, j'ai pris un micro alors que j'en ai déjà un, donc c'est la fin de la journée. On va... Avant de remettre ce trophée, parler un peu de ce beau projet. Alors ce projet, il parle d'une plateforme d'aide aux aidants, Phara, que vous aviez créée. Là aussi, comme beaucoup, ouverte à la fois aux gens affiliés au Papillon Blanc, mais à l'ensemble des acteurs du territoire. C'est 150 familles qui en bénéficient depuis 5 ans, avec beaucoup d'activités pas mal centré autour du bien-être et de la convivialité ensemble. L'an dernier, vous avez décidé d'augmenter ce dispositif avec cette initiative du mois des aidants, un mois entier dédié aux actions de soutien des aidants. Quelle était l'ambition et en quoi ça prolongeait l'esprit, l'initiative de la plateforme Phara? Alors, la spécificité, comme vous l'avez dit, de Phara, c'est qu'on accompagne tout parent d'une personne en situation de handicap, et quel que soit son handicap. Donc c'est vrai que ça élargit en effet le champ de l'association. Alors l'ambition de ce projet, il est parti d'un constat qu'on a partagé tous ensemble. C'est la difficulté pour les parents d'enfants en situation de handicap de prendre du temps pour eux, parce qu'ils consacrent beaucoup d'énergie à l'accompagnement de leur enfant. Et en général, le temps pour eux, il passe après, voire il n'existe pas toujours. Depuis en effet la création de Phara, tous les ans, on fêtait la journée des aidants, donc on créait une journée, et en fait on s'est aperçu que les familles n'étaient pas forcément disponibles le jour où on avait décidé de faire ce temps. Et donc on s'est dit on va faire un mois d'aidants, parce que ça va permettre d'élargir tout ça. Et là où on est allé aussi dans la réflexion de notre projet, c'est que les familles en effet elles manquent de temps.
Et pour gagner du temps, il faut que ce qu'on propose, il soit au plus près de chez eux. Donc on a décidé de proposer sur l'ensemble de notre territoire différentes prestations. Donc en effet, liées essentiellement au bien-être. C'est quand même quelque chose qui marche bien au niveau des plateformes, qui fait du bien aux aidants. Donc on est allé à la quête de partenaires sur l'ensemble de notre territoire pour permettre de lever en fait le frein de l'accessibilité. Donc vous voyez notre territoire, on est aussi en territoire semi-rural, donc la mobilité n'est pas toujours facile. Donc on a proposé des prestations au plus près du domicile des aidants et surtout au moment où ils en avaient envie et où ils pouvaient le faire. C'est-à-dire que les aidants, ils avaient un petit répertoire avec tous nos partenaires et c'est eux qui prenaient rendez-vous au moment où ils en avaient envie, où ils pouvaient le faire et sur l'activité qu'ils souhaitaient. Donc voilà, on a fait du Qigong. C'est quoi les activités qui ont été mises en avant et comment est-ce que vous allez au-devant des partenaires? Il y a des partenaires qui étaient un peu originels depuis longtemps et là, vous en avez pris de nouveaux par la force des choses. Alors excusez-moi, répétez le début de la question, je l'ai oublié. Les activités emblématiques? Voilà, vous parlez du Qigong, mais il y en a d'autres, j'imagine. Oui, il y en a plein. Il y a eu des massages au bol tibétain, des massages aux huiles essentielles. Des ateliers du rire. Des ateliers du rire. On a fait également une sortie collective où on a pu permettre aux aidants de découvrir la ferme des bobos, c'est-à-dire un lieu de répit collectif. Mais ce qui a vraiment plu au niveau des aidants, c'est cette possibilité d'avoir un temps pour eux à titre individuel. Au fond, chacun est allé chercher ce qu'il souhaitait en bien-être. On a plus ou moins d'affinité sur ce qu'on aime. Mais c'est vraiment ce temps pour soi. Donc, qui levait vraiment cette difficulté à trouver du temps. Là, c'était j'ai 1 heure parce que mon enfant, et sur ce temps-là, il est accompagné, il a une séance de rééducation. Hop, je vais aller chercher ce rendez-vous-là. Alors, comment on a choisi nos partenaires? Alors, on avait en effet des partenaires qui étaient déjà présents au niveau de la plateforme. On est allé en chercher des nouveaux, en essayant vraiment qu'ils soient bien répartis sur l'ensemble de notre territoire. Et en fait, on est allé chercher des partenaires qui avaient aussi cette sensibilité aux aidants. On est allé aussi chercher des partenaires avec une certaine souplesse. Il faut savoir qu'il y a des partenaires qui ont ouvert leur cabinet en dehors de leur temps d'ouverture pour vraiment s'adapter aux horaires possibles des aidants. Et on est allé chercher des gens avec une écoute et qui étaient aussi en capacité de ne pas voir que les dents, mais de voir une personne qui vient chercher du bien-être, quelqu'un avec qui ils ont pu discuter, échanger et être eux, rien qu'eux, sur 1 heure, 1 heure et demie. Question à votre président un peu sur ce que disait Delphine, c'est un territoire rural et donc l'idée c'est de se rapprocher des personnes parce qu'il y a derrière ça aussi un enjeu d'isolement fort aussi à rompre. Tout à fait. Donc président, mais aussi parent, et j'ai mon épouse qui est aidant de nos 2 enfants. Donc je vais dire que la fonction d'aidant, je la vis au quotidien. Et c'est vrai qu'on est sur une association, donc sur un territoire rural, 56 communes. La plateforme, qui vit maintenant presque 5 ans d'existence, avait démarré sur les villes, on va dire Oisbrook et Bailleul, pour ceux qui connaissent. Et donc, en fait, on touchait une partie de ces familles. Il faut dire aussi, c'est ce que Delphine nous avait rappelé, on est sur une plateforme tout handicap. Ça veut dire que c'est des familles qu'on ne connaissait pas dans le territoire. Et donc, pour moi, la plateforme, c'est 3 mots que je retiendrai. C'est isolement, répit et le lien qu'on peut créer. Et l'isolement, c'est vrai que le parent aidant, la famille, le parent aidant est souvent tellement pris de façon... et la priorité, c'est l'enfant, c'est son quotidien, du matin en se levant jusqu'au soir en se couchant, voire parfois la nuit. C'est la pensée ne va que pour l'enfant, pour son enfant. Et ça veut dire que c'est une coupure du lien social, voilà. Et donc le répit, ce que je trouve génial dans ce mois des aidants, c'est ça, c'est que le fait d'avoir fait des activités très proches des lieux de vie à des heures différentes, ce qui a permis de répondre à des demandes qui n'auraient jamais vu le jour dans le fonctionnement habituel de la plateforme. L'édition 2026 est déjà prévue, elle se fera là encore sur 1 mois avec un dispositif de partenaires encore étendu et avec nouveauté, la volonté pour vous d'y apporter aussi un contenu, un message un peu politique.
Voilà, Lequel? donc on est sur l'association Salzbourg qui est un acteur important sur le territoire de la Flandre. Elle est sur la culture, elle est sur le travail, elle est sur le loisir. Et aujourd'hui, le soutien des familles, c'est pour nous une communication très forte qu'on passe sur le territoire. Et donc on est aujourd'hui, voilà, c'est quelque part aussi le bénéfice qu'on peut tirer d'une action comme celle-là, enfin du prix GMF qu'on remercie, c'est ça aussi, c'est de reconnaître le travail, l'investissement de nos professionnels. Parce qu'une plateforme, il faut vraiment des professionnels avec une extrême sensibilité. On en parlait encore lors du transport, enfin du trajet. C'est des professionnels qui sont d'une sensibilité, et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Il faut aller chercher ces familles pour avoir leur confiance. Merci beaucoup, merci pour ces éléments et pour ces convictions partagées. Et aux équipes qui sont derrière, Luc et André-Louis viennent. On entend le nord? On n'entend pas le nord. Ah, on entend le nord là. On entend le... Si vous pouvez vous centrer un peu, comme je disais tout à l'heure à vos collègues, voilà, un peu au centre pour que la photo puisse se faire au mieux. Et puis comme ça, il y a un vrai photocall là, avec tout Hasbrook qui vous immortalise. Voilà. Et comme vous prenez si bien la pause, on ne va pas s'arrêter là, on va demander aux autres lauréats de venir sur scène et on va faire une grande photo de groupe. Que le Finistère vienne, que le 45 vienne et qu'ils soient applaudis par les leurs et par les autres, chaleureusement, pour une dernière photo de groupe. Le Nord applaudit beaucoup, hein. Les Bretons, on les entend plus. Hein. Voilà. Ah oui, c'est un art. Hein. Merci à vous tous, merci à vous toutes. On vous laisse regagner l'assistance avec vos prix, avec vos chèques. Et merci à Luc et à André-Louis d'avoir accompagné de main de maître cette cérémonie comme tous les ans. Ils le font et savent le faire. Avant notre dernier moment surprise, un temps qui est celui du grand témoin. C'est aussi un temps important, c'est aussi un temps emblématique de ce congrès. Et pour l'occasion, pour cette fois, on va vraiment avoir un grand témoin qui va nous permettre de revenir en panorama un peu sur beaucoup des choses qu'on a abordées au long de cette journée. C'est un grand témoin qui est avec nous depuis le début de la matinée, qui suit les échanges, qui connaît bien ces questions que nous évoquons, celle du vécu des familles, celle aussi de leur place dans le champ de la transition inclusive. Elle les connaît comme chercheuse, l'une de celles qui a